Sur un champ de bataille de l'Angleterre du 9e siècle, quelques instants avant qu'une ligne viking ne se lance à la charge, un petit groupe d'hommes se tenait à l'écart des autres. Sans armure, la bave aux lèvres, les yeux fixés sur le vide. Les manuels scolaires vous diront qu'il s'agissait de berserkers, les guerriers enragés des légendes nordiques, censés ne ressentir ni douleur ni peur, et que ce qui les plongeait dans cet état était un champignon. Le champignon rouge et blanc du folklore. Pendant 2 siècles, ce fut la réponse. Une drogue, une transe, un culte de guerriers disparus, oubliés de l'histoire. Puis de l'ADN ancien a été extrait de leurs ossements et la toxicologie moderne a rouvert l'enquête. Presque tous les éléments du récit classique se sont effondrés. La drogue n'était pas celle qu'on nous avait décrite. Ces hommes n'étaient pas ceux qu'on nous avait décrits. Et plus troublant encore, ils n'ont jamais disparu. Leurs gènes sont toujours présents en Norvège. Pour comprendre ce que les preuves ont remis en question, il faut d'abord comprendre ce qu'elles remettaient en cause. Et cela implique de revenir aux sources même à l'ensemble de la littérature médiévale dans laquelle le berserker apparaît pour la première fois comme une figure reconnaissable. Les sagas nordiques anciennes composées en Islande et en Norvège entre le 12e et le 14e siècle, mais s'appuyant sur des traditions orales remontant à des siècles plus loin, décrivent ces hommes dans une langue remarquablement cohérente, à travers des textes distincts écrits par des auteurs différents à des générations différentes. La saga des Ynglingar, compilée par l'historien islandais Snorri Sturluson au début du 13e siècle, décrit des guerriers qui partaient au combat sans armure, qui étaient aussi forts que des ours ou des taureaux sauvages qui tuaient des hommes d'un seul coup et que ni le feu ni le fer ne pouvaient blesser. La saga d'Egil, l'un des récits les plus détaillés qui nous soit parvenu, décrit le grand-père de son protagoniste comme un homme qui se transformait en berserker la nuit et que même sa propre famille ne pouvait approcher. Le Hrafnsmal, poème skaldique du 9e siècle composé en l'honneur du roi Harald à la belle chevelure de Norvège, mentionne les berserkers parmi les guerriers d'élite du roi et les décrit mordant les barres de leurs boucliers avant le combat et hurlant comme des animaux en avançant. Le sens du mot lui-même fait débat depuis des siècles. En vieux norrois, berserker est un mot composé et le second élément est sans ambiguïté, surker, signifie chemise ou manteau. Le premier élément urs a 2 lectures possibles. Cela peut signifier urs, identifiant le guerrier comme celui qui portait un vêtement en peau d'ours, ou cela peut signifier nu, identifiant le guerrier comme celui qui combattait sans chemise du tout. Les 2 interprétations ont leurs défenseurs. La saga soutient les 2, décrivant des berserkers vêtus de peau de bête et d'autres torse nus pour affronter le froid. Ce que le terme ne désigne pas, c'est une catégorie désinvolte. Le berserker était un type de guerrier spécifique doté d'une fonction précise et cette fonction était comprise dans tout le monde viking. Leur place dans la société nordique était paradoxale. Ils étaient d'une part des guerriers d'élite déployés comme garde personnelle des rois et troupes de choc lors des raids majeurs. Le Hrafnsmal les place au sein du cercle restreint de la maisonnée de Harold à la belle chevelure. La saga d'Egil les décrit comme des hommes dont les services étaient recherchés par les souverains de toute la Scandinavie. En revanche, ils étaient craints et évités. Les mêmes textes qui louaient de leur valeur sur le champ de bataille les décrivent comme dangereux à proximité desquels vivre, enclins à attaquer leurs voisins lors de accès de rage et fréquemment tués par leur propre communauté une fois leur utilité à la guerre terminée. Plusieurs épisodes de saga relatent comment des berserkers ont été traqués et exécutés en temps de paix par de simples paysans agissant en légitime défense. La chronologie et la géographie de leur déploiement étaient également précises. Le phénomène berserker se concentre sur la période allant approximativement du 8e au 11e siècle avec sa documentation la plus dense en Norvège et en Suède, et ses archives de champs de bataille s'étendant à travers toute la diaspora viking des îles britanniques à la Francie jusqu'aux systèmes fluviaux orientaux de ce qui est aujourd'hui la Russie. Après la christianisation de la Scandinavie aux 11e et 12e siècles, cette pratique disparaît quasiment des archives. Les codes juridiques islandais de cette période l'interdisent explicitement. L'institution qui avait engendré le berserker fut démantelée en quelques générations, et la figure passa du statut de guerrier actif à celui de légende. C'est là que réside l'énigme centrale du berserker depuis près de 1000 ans. Les descriptions de la saga sont trop cohérentes d'un texte à l'autre et trop précises sur le plan physiologique pour être de pures inventions littéraires. Les tremblements, l'écume, l'immunité apparente aux blessures, l'effondrement et l'épuisement prolongé qui suivaient le combat. Il ne s'agit pas d'embellissement de poète. Cela décrit un état physique induit à la demande chez une catégorie spécifique d'hommes avant la bataille.
un processus pharmacologique était à l'œuvre. Cet état avait un nom. Les hommes qui y entraient en revenaient transformés ou ne revenaient jamais. Pendant 1000 ans, la question est restée de savoir ce qui l'avait déclenché. La réponse qui s'est imposée dans les manuels scolaires au 19e et 20e siècle provenait d'une source inattendue. En 1784, un théologien et naturaliste suédois du nom de Samuel Odman publia un court article proposant que le rage berserker était le résultat de la consommation d'Amanita muscaria, le champignon amanité tué mouches, l'emblématique champignon à chapeau rouge et à taches blanches qui pousse dans les forêts boréales de l'hémisphère nord. Odman n'était pas pharmacologue. Il n'avait jamais testé le champignon sur un sujet humain. Il n'avait jamais examiné de restes squelettiques de l'époque viking, ni analysé de résidus chimiques provenant d'un site archéologique nordique. Il disposait d'une argumentation littéraire et comparative. Son raisonnement s'articulait autour de 2 axes. Le premier était d'ordre géographique et culturel. Odman soulignait l'utilisation documentée d'Amanita muscaria chez les peuples indigènes de Sibérie, où les chamans des traditions koryak, Chukchi et Sami consommaient ce champignon pour atteindre des états de transe rituels et visionnaires. Il traça une ligne sur la carte reliant les peuples ouraliens de Sibérie aux peuples nordiques de Scandinavie, soutenant que la distance culturelle entre eux était plus faible qu'il n'y paraissait, et suggérant que la connaissance des effets du champignon aurait pu voyager vers l'ouest dans le monde viking le long des mêmes routes commerciales et migratoires reliant les 2 régions. La seconde approche était pharmacologique au sens le plus large du terme. Odman avait lu des récits sur l'utilisation de l'amanite sibérienne décrivant la dissociation, une perception déformée, une sensibilité réduite à la douleur et l'agitation. Il a comparé ces données aux récits des comportements berserkers rapportés dans la saga et a conclu que la concordance était suffisamment bonne pour être publiée. La théorie était élégante. Elle expliquait la rage, elle expliquait la frénésie, elle expliquait l'immunité apparente aux blessures. Elle rattachait la tradition guerrière nordique à un contexte chamanique eurasien plus vaste, ce qui correspondait aux comparaisons de l'époque. Et elle était facile à mémoriser. Un champignon rouge et blanc à l'image saisissante, un culte guerrier, une transformation en rage. L'image avait une force narrative indéniable. Pendant 2 siècles, cette réponse a été acceptée. L'hypothèse d'Odman est apparue dans des encyclopédies, des ouvrages d'histoire populaire, des études universitaires sur la culture nordique, des manuels scolaires, des documentaires télévisés et, finalement, dans l'imagerie de la littérature fantastique et des jeux vidéo qui puisaient leur inspiration dans le matériel viking. Chaque représentation moderne d'un guerrier enragé, mangeur de champignons, chaque illustration d'un berserker tenant une amanite tue-mouche remonte à un seul théologien suédois du 18e siècle qui avait raisonné par analogie à partir d'une culture située à 300-200 km à l'est de la Norvège et n'a jamais vérifié ses propres dires. Cette théorie a survécu car rien de mieux ne l'a remplacée. Tout au long du 19e siècle et pendant la majeure partie du 20e, les outils permettant de tester les affirmations pharmacologiques concernant les populations historiques n'existaient pas. Aucune analyse des résidus chimiques n'a été effectuée sur les céramiques de l'époque viking. Aucune toxicologie médico-légale systématique n'a été réalisée sur les restes squelettiques. L'archéobotanique n'était pas encore capable d'identifier les végétaux en contexte funéraire avec le niveau de détail qui deviendra plus tard une pratique courante. Les chercheurs qui étudiaient le berserker avaient accès aux textes des sagas et aux quelques objets funéraires épars qui avaient été retrouvés lors des premières phases de l'archéologie scandinave et ils faisaient de leur mieux avec les outils disponibles. En l'absence de preuves, une hypothèse élégante datant de 1784 a tenu bon simplement parce qu'elle était la première. C'était au sens le plus littéral du terme, une supposition qui s'était transformée en fait par la répétition. Le poids cumulé de 2 siècles de citations a donné à la théorie des champignons l'apparence d'un savoir établi. À la fin du 20e siècle, il était difficile de trouver un récit populaire sur les Vikings qui ne mentionnait pas l'Amanita muscaria comme moteur chimique du phénomène berserker. L'hypothèse était tellement ancrée dans la mémoire culturelle de l'époque viking que le remettre en question revenait à remettre en question les Vikings eux-mêmes. Le problème était que presque tous ces éléments avaient été élaborés avant même que quiconque puisse décrypter la chimie réelle. Et lorsque la chimie est finalement arrivée, la version théorique n'a pas résisté au contact de celle-ci. La toxicologie moderne a commencé à démanteler la théorie des champignons à la fin du 20e et au début du 21e siècle et elle l'a fait en posant une question qu'Odman n'avait jamais posée. Quels sont les effets réels d'Amanita muscaria sur le corps humain? La réponse.
Lorsque les chercheurs ont compilé la littérature clinique sur l'ingestion accidentelle et délibérée à travers 2 siècles de rapports de cas médicaux, ne correspondaient absolument pas au récit historique. Les composés actifs de l'Amanite Tumouche sont le mucimol et l'acide iboténique. Ce sont 2 neurotoxines puissantes qui agissent sur le système nerveux central, et l'ensemble de leurs effets est bien documenté. Les symptômes principaux sont la sédation, les nausées, les vomissements, une transpiration abondante, l'ataxie, perte de coordination musculaire, la confusion des troubles de l'élocution et à forte dose la perte de conscience. Ce champignon est un dépresseur et non un stimulant. Un homme ayant consommé une quantité suffisante d'Amanita muscaria pour altérer son état mental serait plus susceptible de vomir et de s'endormir que de charger un mur de bouclier fortifié en première ligne d'une armée viking. La comparaison avec le chamanisme sibérien qui avait constitué le fondement de la théorie d'Odman pendant 2 siècles s'est également avérée infondée à un examen plus approfondi. Lorsque les chercheurs ont examiné les données ethnographiques relatives à l'utilisation de l'amanite chez les Koryaks, les Tchouktches et les Samis, ils ont découvert une tradition de transvisionnaire d'interprétation des rêves et de communication avec les esprits. Ils n'ont pas trouvé de tradition visant à améliorer les capacités de combat. Les chamans sibériens qui consommaient ce champignon le faisaient dans le silence, souvent allongés dans une yourte ou une tente, tandis que des serviteurs veillaient sur leur corps pendant des heures. Ils ne prenaient pas de hache pour se lancer au combat ensuite. La fonction culturelle du champignon était l'inverse de ce que prévoyait l'hypothèse du berserker. Le problème pharmacologique devenait impossible à ignorer. La saga décrit des guerriers qui ont fait preuve d'une capacité physique considérablement accrue, qui ont combattu malgré des blessures qui auraient mis hors d'état de nuire un homme ordinaire, qui ont maintenu une performance de combat coordonnée pendant toute la durée d'un engagement et qui ne se sont effondrés qu'après la fin de la bataille. L'Amanite Tumouche, Amanita muscaria, ne produit pas ce profil. Elle produit quelque chose de plus proche de son inverse. Au début des années 2010, les chercheurs se sont activement tournés vers d'autres solutions. La principale alternative qui a émergé de ces travaux était Liosciamus niger, la jusquiame noire. La jusquiame pousse à l'état sauvage dans toute l'Europe du Nord, y compris en Scandinavie. Elle était connue des herboristes de l'époque viking. Ses composés actifs, l'iocyanine et la scopolamine, sont des alcaloïdes tropaniques appartenant à la même famille chimique que la belladone et le datura, et leur mode d'action sur l'organisme est fondamentalement différent de celui des toxines muscariniques de l'Amanite Tumouche. Le tableau clinique de l'intoxication à la jusquiame est bien documenté dans les cas de toxicologie moderne et sa correspondance avec les récits historiques est quasi parfaite. La jusquiame provoque une agitation intense plutôt qu'une sédation. Elle induit des hallucinations vives, souvent à connotation violente ou paranoïaque. Elle provoque une dissociation marquée de la douleur, l'un de ses effets les plus fréquemment rapportés dans les cas d'intoxication. Elle entraîne une tachycardie, une accélération importante du rythme cardiaque ainsi que les rougeurs et la sensation de chaleur cutanée caractéristique. Cela produit un symptôme distinctif qui apparaît à plusieurs reprises dans les descriptions des comportements berserkers dans les sagas, une écume ou une mousse à la bouche, causée par la suppression du réflexe de déglutition normal du corps. Et elle engendre durant la phase de récupération un épuisement profond et prolongé pouvant durer plusieurs jours, correspondant exactement à l'effondrement post-bataille décrit dans la saga d'Égil et ailleurs dans la littérature. L'ajustement n'était pas approximatif, il était précis élément par élément. Là où l'Amanite Tumouche provoquait une sédation, la jusquiame provoquait une agitation. Là où l'Amanite Tumouche provoquait des nausées et une immobilité, la jusquiame provoquait une activité violente et une insensibilité à la douleur. Alors que l'Amanite phalloïde n'a donné lieu à aucune tradition de combat documentée dans le monde, la jusquiame, elle, produisait exactement le profil symptomatique décrit chez les guerriers nordiques depuis 1000 ans. La jusquiame correspondait. Les champignons, non. La question qui s'ensuivit était évidente. Si la plante en question avait été identifiée, existait-il des preuves matérielles que les Vikings l'avaient effectivement utilisée? Les preuves sont venues du sol. En 1977, des archéologues danois fouillant un cimetière viking à Firkat, une forteresse circulaire fortifiée construite sous le règne du roi Harald à la dent bleue à la fin du Xe siècle, ont découvert une sépulture qui ne correspondait pas aux autres sépultures environnantes. La tombe appartenait à une femme datant d'environ 980 après Jésus-Christ et les objets enterrés avec elle la désignaient comme une personne d'un statut exceptionnel. Elle avait été inhumée dans un cercueil de chariot, un traitement réservé aux individus de très haut rang.
Elle portait des anneaux d'orteils en argent, un ornement inconnu ailleurs dans les archives scandinaves. Elle avait été enterrée avec un bol en bronze d'Asie centrale. Une baguette métallique du type associé dans la littérature saga aux spécialistes des rituels et un ensemble d'objets que les archéologues n'ont pas été en mesure d'interpréter dans un premier temps. Parmi eux se trouvait une petite bourse en cuir. À l'intérieur, plusieurs centaines de graines. Après identification, il s'agissait d'Eoskiamus niger, la jusquiame noire. Cette découverte confirmait ce que la saga n'avait fait qu'insinuer. La jusquiame était délibérément collectée, transformée, stockée dans un récipient scellé et enterrée avec une personne dont les autres objets funéraires la désignaient comme pratiquante de rituels. La femme Firkat a depuis été identifiée par la plupart des chercheurs comme une volva, une voyante nordique, une catégorie de spécialistes rituels documentés dans la poésie édique comme des femmes qui voyageaient entre les communautés en accomplissant des cérémonies, en interprétant des visions et en administrant des substances qui modifiaient l'état mental de ceux qui les consommaient. La sépulture de Firkat n'était pas la seule découverte. Des fouilles ultérieures à travers la Scandinavie ont permis de mettre au jour des graines de jusquiame dans des contextes associés à des sépultures de guerriers, des dépôts rituels et des tombes de haut rang datant de l'époque viking. La plante était cultivée, récoltée et conservée au sein de la société nordique, et les contextes dans lesquels elle apparaît dans les archives archéologiques sont systématiquement rituels plutôt que domestiques. Il ne s'agissait pas d'une herbe aromatique. C'était une substance contrôlée, manipulée par des spécialistes déployés à des fins spécifiques. Le dossier médico-légal s'est encore renforcé lorsque les chercheurs ont comparé les symptômes documentés de l'intoxication à la jusquiame avec l'ensemble spécifique de comportements recensés dans la Documentation Relative à cette affaire. La correspondance s'est vérifiée dans toutes les catégories. Les tremblements décrits dans les sagas avant le combat correspondent à la phase d'agitation initiale de l'intoxication aux alcaloïdes tropaniques. L'écume à la bouche mentionnée à plusieurs reprises dans les descriptions des berserkers entrant dans leur état est cohérente avec la suppression du réflexe de déglutition causé par la scopolamine. L'immunité apparente aux blessures pendant les combats est cohérente avec l'analgésie dissociative que produit la jusquiame à doses importantes. L'effondrement après le combat et la longue période de convalescence de plusieurs jours pendant laquelle le guerrier est incapable de fonctionner correspondent presque exactement à la phase d'épuisement documenté de la récupération des alcaloïdes tropaniques. La saga de Jill décrit un berserker nommé Lyot, entrant dans un état où il hurlait et mordait son bouclier et restant incapable de se défendre pendant des jours. La littérature clinique sur la guérison par la jusquiame décrit exactement ce profil. Le contexte rituel suggéré par la découverte de Firkat correspond également au récit des sagas d'une manière que la théorie des champignons n'a jamais permise. Le berserker dans la littérature saganique n'est pas un homme qui mange quelque chose de sa propre initiative le matin précédant une bataille. Il fait partie d'une cohorte organisée issue de lignées spécifiques rattachées à des rois spécifiques, déployées dans des formations spécifiques et soumises à des rituels d'initiation que les textes décrivent mais expliquent rarement en détail. L'administration d'une plante contrôlée et dangereuse par des spécialistes rituels entraînés correspond à ce tableau. Un homme qui mange un champignon qu'il a cueilli lui-même n'y correspond pas. Autrement dit, la drogue n'était pas un choix personnel, mais un outil au service d'un système. On a administré la jusquiame. La dose a été contrôlée. La convalescence a été gérée. Et le guerrier qui a émergé de cette expérience n'agissait pas seul. Il était le fruit d'une institution qui avait cultivé une plante, formé un spécialiste, préparé un rituel et produit sur demande, un homme capable de faire ce que les hommes ordinaires ne pouvaient pas. La question pharmacologique avait trouvé sa réponse. Les hommes, quant à eux, restèrent. Pendant la majeure partie de l'époque moderne, les berserkers furent considérés dans les écrits populaires et savants comme une catégorie à part de la société nordique ordinaire. Un thème récurrent dans les travaux universitaires du 19e et du début du 20e siècle était l'idée qu'ils représentaient une lignée ethnique ou tribale distincte, une population séparée, peut-être issue d'un noyau plus ancien d'habitants d'Europe du Nord, peut-être importés d'ailleurs dans le réseau commercial viking, mais en tout cas biologiquement distincte des agriculteurs et des pêcheurs qui constituaient l'essentiel de la population scandinave. Dans cette interprétation, le berserker n'était pas seulement différent culturellement. Il était génétiquement différent. Cette théorie, à l'instar de l'hypothèse du champignon Dodman, a été élaborée en l'absence des preuves nécessaires à sa vérification. Et comme cette dernière, elle n'a pas résisté à l'arrivée de ces preuves.
Le vaste projet d'analyse de l'ADN ancien sur les restes squelettiques de l'époque viking s'est considérablement accéléré au cours des années 2010, s'appuyant sur la même technologie de séquençage qui avait remodelé l'étude des populations préhistoriques en Europe et en Amérique. Ces travaux ont abouti à une étude marquante publiée en 2020, dans laquelle une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Université de Copenhague a séquencé les génomes de plus de 400 individus provenant de sites funéraires de l'époque viking à travers la Scandinavie et la diaspora viking, de la Norvège et de la Suède aux îles Britanniques, à l'Islande, au Groenland et aux systèmes fluviaux orientaux de ce qui est aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. L'étude a remis en question plusieurs hypothèses de longue date concernant l'identité génétique nordique. Les Vikings n'étaient pas, comme on l'avait souvent supposé, une population scandinave uniforme. Les données génétiques ont révélé un flux génétique important vers la Scandinavie, en provenance d'Europe du Sud, des îles britanniques et des steppes asiatiques durant l'ère viking, donnant naissance à une société hétérogène où des individus d'origine très différentes vivaient, combattaient et étaient enterrés côte à côte. Dans ce contexte plus large, les chercheurs ont pu examiner des sépultures de guerriers de haut rang avec une résolution sans précédent. Les restes squelettiques identifiés comme appartenant à des guerriers d'élite grâce au mobilier funéraire, à la position d'inhumation et aux lésions osseuses, y compris plusieurs sépultures interprétées comme celles de berserkers ou de membres de cohortes de guerrières comparables ne présentant pas la signature génétique prédite par les anciennes théories. Il ne s'agissait pas de cas isolés. Ils n'étaient pas regroupés dans un quelconque groupe d'ascendance inhabituelle. Ils ne portaient aucun marqueur indiquant une descendance d'une population distincte. Ils s'inscrivaient parfaitement dans la répartition génétique dominante de la Norvège et de la Suède de l'époque viking, indiscernable au niveau de l'ascendance des agriculteurs, des pêcheurs et des artisans enterrés dans des tombes voisines. L'implication était claire, le berserker n'était pas une exception génétique. Il n'était ni un étranger, ni le descendant d'une tribu disparue. C'était un homme du pays issu de la même population qui travaillait dans les fjords et cultivait les vallées intérieures. Et ce qui le distinguait de ses voisins n'était pas son sang, mais l'institution qui l'avait adopté. La capacité à former une bande de berserkers n'était pas inscrite dans les gènes. Elle résidait dans le système qui le sélectionnait, l'entraînait, lui administrait la jusquiame et le déployait sur ordre. Cette découverte a bouleversé la question qui avait préoccupé les chercheurs pendant plus d'un siècle. Ce qui était intéressant chez le berserker, ce n'était plus son ascendance, mais ce qu'on lui avait fait. La transformation décrite par la saga, la rage, la fureur, l'insensibilité à la douleur, l'effondrement après la bataille, n'était pas l'expression d'un trait héréditaire. Elle résultait d'un processus pharmacologique et rituel qui transformait de simples Norvégiens en une arme d'un genre particulier. Dans cette interprétation, le berserker n'était pas une créature, mais un produit. Et la chaîne de production passait par des spécialistes comme la femme chat de feu qui cultivait la plante, préparait la dose et l'administrait à des hommes dont les ancêtres avaient cultivé les mêmes vallées depuis des générations. Avec la fermeture de l'institution, la chaîne de production s'est arrêtée. Mais les hommes eux-mêmes et leur patrimoine génétique n'ont pas disparu. Ils sont allés quelque part. L'ADN pouvait désormais révéler où. La réponse est la partie de l'histoire que le titre promettait, et c'est aussi celle qui exige la plus grande prudence dans sa formulation. Des études génétiques à grande échelle menées sur les populations scandinaves actuelles, s'appuyant sur des dizaines de milliers de génomes séquencés provenant de biobanques norvégiennes, suédoises et islandaises, ont établi une continuité directe et traçable entre la population de l'époque viking et la population scandinave moderne. La distance génétique entre un guerrier norvégien du 10e siècle et un agriculteur norvégien du 21e siècle est dans la plupart des cas statistiquement négligeable. Les mêmes haplogroupes du chromosome I documentés dans les sépultures de guerriers de l'époque viking, y compris celles interprétées comme appartenant à des cohortes de berserkers, sont présents à des fréquences élevées chez les hommes norvégiens modernes d'aujourd'hui. Des lignées spécifiques identifiées grâce à l'ADN ancien ont été rattachées à des descendants vivants dans les mêmes régions géographiques où les sépultures originales ont été mises au jour. Les berserkers en tant qu'individus génétiques n'ont pas disparu avec la christianisation de la Scandinavie au 11e siècle. L'institution qui les a produits a disparu. Le spécialiste des rituels qui contrôlait la jusquiame disparut. Le processus pharmacologique qui transformait les hommes ordinaires en guerriers fut démantelé quelques générations seulement après la conversion, et les codes de loi islandais de l'époque interdisaient explicitement la pratique de la frénésie meurtrière. Mais les hommes eux-mêmes n'ont pas disparu.
Ils ont engendré des enfants avant la fin de l'institution et pendant les siècles où elle a existé. Ces enfants ont engendré des enfants. La chaîne n'a pas été rompue au cours des 1-0 ans qui se sont écoulés depuis que le dernier berserker documenté a déposé sa hache. Le contraste avec la mémoire culturelle du berserker est frappant. Dans l'histoire populaire, la littérature fantastique, le cinéma et la télévision, le berserker est traité comme un archétype disparu, une créature de saga et de légende éteinte avec la fin de l'ère viking. Cette figure présente la même structure narrative que les Anasazis du sud-ouest américain ou les cultures de l'âge du bronze de la Méditerranée, un peuple dont la disparition est l'élément central du récit. L'ADN lui raconte une toute autre histoire, cette disparition n'a jamais eu lieu. Ce qui a disparu, ce n'est pas une population, mais une pratique. Cette distinction est importante et mérite d'être soulignée avec soin. La persistance d'une ascendance berserker dans la Norvège moderne ne signifie pas que les Norvégiens modernes possèdent une prédisposition héréditaire à la rage, ni que les descendants de berserkers soient biologiquement différents de leurs voisins. La bande de berserkers était un phénomène culturel et pharmacologique. Cela nécessitait la plante, le spécialiste, le contexte rituel et l'institution sociale qui organisait les trois. Rien de tout cela n'est codé dans l'ADN. Ce qui est codé dans l'ADN, c'est l'ascendance, et l'ascendance est un registre de qui a engendré qui et non de ce qu'ils faisaient pour gagner leur vie. La lignée des berserkers n'est pas celle d'un monstre. C'est simplement une lignée norvégienne. Ce que les preuves génétiques démontrent, c'est que la figure du berserker, en tant que catégorie de personnes, n'a jamais constitué une entité distincte de la population norvégienne dans son ensemble. Il en fut arraché, transformé par elle, puis réabsorbé lorsque l'institution qui le définissait fut abolie. Les hommes qui revenaient des raids qui survivaient à cette institution qui vivait au-delà de l'espérance de vie typique d'un guerrier dans ce rôle, s'installaient dans les mêmes villages et cultivaient les mêmes vallées que tout le monde. Ils se mariaient, ils avaient des enfants. Le signal génétique de leur lignée a été réintroduit dans le pool de population dont ils étaient issus. Les hommes enterrés à Fjerkrat et sur les autres sites où l'on a trouvé de la jusquiame et des restes de guerriers sont génétiquement parlants, les ancêtres directs de la population qui vit aujourd'hui en Norvège. Il n'existe pas de lignée de berserkers distincte qui ait survécu parallèlement à la lignée principale. Il n'y a que le courant dominant lui-même qui les a absorbés. L'ADN confirme désormais ce que la démographie laissait présager. Les berserkers n'ont pas disparu. Ils ont simplement cessé d'être des berserkers et sont rentrés chez eux, et leurs descendants sont toujours là dans les mêmes vallées, sur les mêmes fermes, ressemblant trait pour trait à tout le monde. Retour au champ de bataille. Le guerrier écumant la légende, la figure dépouillée de son armure au premier rang d'une ligne viking. L'histoire du champignon, répétée pendant 2 siècles sur la base d'une supposition du 18e siècle, était fausse. La drogue était la jusquiame cultivée, stockée et administrée par des spécialistes rituels formés comme la femme enterrée à Fjerkrat avec des centaines de graines dans une bourse en cuir. Les berserkers eux-mêmes n'étaient pas un peuple à part, ni une élite étrangère, ni une tribu disparue. C'étaient des Norvégiens ordinaires transformés par une institution qui n'existe plus et dont les descendants vivent dans les mêmes vallées d'où leurs ancêtres menaient des raids. La véritable surprise de l'histoire des berserkers ne réside pas dans la drogue, mais dans la disparition ou plutôt dans le fait qu'elle n'a jamais eu lieu. L'institution a disparu. Les hommes, eux, sont restés. Seul le système qui les a créés a disparu.